qui est très important aussi à analyser, c'est la manière dont la Russie de Poutine, qui s'est redressée par rapport à un effondrement lié à la période Gorbatchev-Elstine, et qui s'est redressée dans un but d'aider le peuple russe, est aujourd'hui agressée très violemment par cet empire que j'appelle américano-sioniste, avec toujours les médias qui font croire que c'est Poutine l'agresseur, exactement comme on nous fait croire que c'est le monde musulman qui agresse l'Occident tout-puissant. Le vrai projet poutinien, pour des tas de raisons, revanche par rapport à ce qui s'est passé, il veut casser l'Union européenne, qui est pour lui la bête à abattre et à laquelle il oppose un autre projet qu'il appelle l'Eurasie, une autre conception de l'Europe fondée sur tout autre principe, le culte de la force, la méfiance vis-à-vis de la démocratie, le refus de la liberté. Aujourd'hui, Poutine, pour avoir refusé, après la mise à mort de Kadhafi, la mise à mort du régime syrien, a été agressé très violemment, d'abord en lui déclenchant une guerre à ses frontières, qui est la guerre ukrainienne, toujours sur les mêmes méthodes, les méthodes qui ont été employées en France avec mai 68, méthode des révolutions colorées, etc., où on voit des gens qui sont très liés au sionisme international ne pas hésiter à utiliser des néo-nazis, pour déstabiliser un pays et créer une guerre civile, en n'ayant aucun souci de l'effondrement de la vie, des qualités de vie au quotidien des populations, car la guerre civile en Ukraine est une catastrophe pour les Ukrainiens, c'est une évidence. Там лежит труп гражданский, как ощущение? Никакого ощущения. Хочется, чтобы у те суки, которые на той стороне находятся, также прожили хорошо эту жизнь, как проживаем ее мы. Только мирное население никому не надо. Ни Европе, никому. Как во Франции убили людей, это все хорошо и показывают каждые 5 минут. А как у нас тут убивают людей через каждых 5 минут, никого не волнует. Никакой ни Европа, никого. А кто вас стреляет? Кто вы считаете? Куда бежать? Кто нам поможет? Et on voit bien qu'à cette attaque, je dirais, géopolitique et militaire, a succédé une attaque hyper violente qui est une attaque de la finance. Une ère nouvelle a commencé pour la Russie en mars 2014 avec l'annexion triomphale de la Crimée. Pour la première fois dans l'ère post-soviétique, les puissances occidentales ont imposé des sanctions à la Russie. Appliquées aux particuliers au début, les sanctions se sont durcies avec le début de la crise en Ukraine orientale et le crash du Boeing MH17. Les marchés occidentaux des capitaux ont coupé leurs liens avec les entreprises publiques russes et les banques. Le pétrole est le poste le plus important des exportations russes. Son prix a baissé de plus de 40% depuis le mois de juin et le rouble a perdu la moitié de sa valeur en 2014 contre le dollar malgré des efforts de la Banque centrale russe. Il y a en plus de ça les sanctions, conséquences chiffrées environ 60 milliards, ce qui signifie que pour la Russie, il pourrait manquer, en 2015, il va falloir qu'ils construisent leur budget là-dessus, il pourrait manquer 240 milliards, c'est-à-dire en fait 12% du PIB de la Russie. Et je rappelle bien, comme je le rappelle à Zemmour, qui fait toujours semblant de ne pas voir au-delà du problème de l'immigration incontrôlée et de l'islam radical. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Le problème mondial, c'est bien le problème du capitalisme financier qui se situe à Wall Street. Et on voit bien que la guerre a été déclarée à Poutine par le monde financier de Wall Street. Et là, on voit bien que la fragilité momentanée de la Russie de Poutine, c'est que la Russie de Poutine est totalement imbriquée dans la finance mondiale. Et la finance mondiale est mondialisée et est américaine et américano-sioniste. C'est une évidence. Et aujourd'hui, nous avons donc un affaiblissement de la Russie de Poutine par une attaque financière, notamment même contre le prix du baril, qui est une spéculation financière, puisqu'en fait le premier revenu de la Russie, c'est sa vente d'énergie, de pétrole et de gaz, et vous savez que le prix du gaz est étalonné bizarrement sur le prix du pétrole, ce qui affaiblit en même temps la Russie, l'Iran et le Venezuela, ce qui est quand même pas étrange, puisque ce sont les trois piliers de résistance à l'Empire et les trois piliers de l'alternative multipolaire. Et on voit bien que cette attaque oblige finalement Poutine à faire pression sur le monde financier russe, qui était très imbriqué avec le monde financier mondialisé, donc américain, à s'autonomiser et à créer, une entité financière indépendante et un peu autonome avec la Chine. Donc c'est une histoire qui se joue en ce moment de manière accélérée sur les 2 prochaines années. C'est est-ce que Poutine va réussir à échapper, à la violence de la finance mondialisée en montant une finance alternative, et donc quelque part qui permettra
une certaine multipolarité de la finance, en créant un système de carte bleue russo-chinois, des réserves russo-chinoises, une alternative au FMI russo-chinoise, une alternative à tout ce qui a été créé par Bretton Woods et qui est la domination totale de l'Amérique impériale sur le monde par le FMI, la réserve fédérale américaine, le dollar, le pétrodollar, etc. Toutes ces analyses que je diffuse comme les diffuse Jovanovic depuis des années, Jovanovic et d'autres, hein, et Pierre Hillard, etc., etc. Donc là se joue dans les 2 ans la question de savoir si Poutine va être écrasé par cette attaque, double attaque géopolitique et militaire à ses frontières, et cette attaque plus perverse qui est l'attaque de la finance mondialiste, qui aussi le met en porte-à-faux par rapport à certains oligarques russes qui se montrent moins patriotes que soucieux de leurs intérêts immédiats, parce que ça les affaiblit. Et est-ce que Poutine va réussir à répondre à cette attaque en montant une alternative qui peut s'avérer très dangereuse pour l'hégémonie financière américaine? Car si Poutine y arrive, c'est la fin du dollar. Donc en fait, on voit qu'il y a une guerre à mort qui a été déclenchée par la finance mondialiste et impériale contre Poutine, mais qui peut avoir comme conclusion à terme la mise à mort, en fait, de la domination du dollar. Puisque, pour résumer, c'est ça qui est en jeu. Et si c'est Poutine qui gagne, c'est la fin de la domination impériale et du rêve impérial, qui est le projet mondialiste. Ce qui veut dire que les Américains qui ont déclenché cette guerre financière contre Poutine, si à un moment donné ils voient qu'ils vont la perdre, et à mon avis, ils ne peuvent que la perdre à terme, en fait ils jouent sur la vitesse, là. Mais tous les fondamentaux donnent à moyen terme et à long terme une victoire à l'alliance, on va dire, russo-chinoise. Ce qui veut dire que la seule solution des Américains, avec l'effondrement du dollar, pour ne pas renoncer à leur hégémonie mondiale, sera quoi? Le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire la violence. Congress approved an annual defense policy bill on Friday that authorizes American training for Iraqi and Syrian forces fighting Islamic State rebels, and sets overall defense spending at $577 billion, including $64 billion for wars abroad. The bill approves a Pentagon-based budget of $496 billion. That's in line with President Obama's request, plus nearly $64 billion for conflicts abroad, including the war in Afghanistan. Japan's cabinet has approved the country's largest ever defense budget. Prime Minister Shinzo Abe's cabinet endorsed a nearly $42 billion defense budget for 2015. It includes plans to buy surveillance aircraft, drones and F-35 fighter jets to help counter China's rising assertiveness in the region. La Chine a dévoilé une nouvelle hausse importante de son budget militaire, une hausse de 12,2% cette année. De quoi alimenter les inquiétudes de ses voisins asiatiques et des États-Unis. Avec près de 96 milliards d'euros, le budget de la défense chinoise est le 2e plus élevé du monde après celui des États-Unis. Ce qui veut bien dire que nous sommes dans une situation d'avant Troisième Guerre mondiale, dont les États-Unis, enfin, je veux dire l'empire américain, c'est pas le peuple américain, et le système de Wall Street, c'est-à-dire ce que j'appelle l'empire américano-sioniste, portent l'entière responsabilité. Et c'est ça là-dessus qu'on pourrait peut-être conclure, c'est que la violence du monde aujourd'hui a pour responsable et pour moteur l'empire américano-sioniste. Tout le reste n'est que des effets. Hein. Ce qui est causal, c'est ça. Hein. Poutine ne fait que se défendre, et toutes les perturbations que nous subissons aujourd'hui, avec notamment de la délinquance, de l'islam radical, hein, qui a produit récemment, n'est jamais que la conséquence de la violence, de la malhonnêteté, de l'illégitimité de l'empire américano-sioniste, malheureusement dominant.